La télévision, c'est probablement une grande partie de l'enfance de beaucoup de gens. Pour vous, c'est peut-être Koh-Lanta, les Simpsons ou encore les jeux télé du dimanche en famille. Mais croyez-moi, derrière cette façade se cachent des secrets absolument sordides. Préparez-vous, parce que dans cet iceberg, on a regroupé les archives de télé les plus atroces qu'on ait réussi à trouver. Bon visionnage. The Interception, c'est un jeu télé pas banal du tout. Donc ouais, si vous vous attendez à un juste prix classique ou à un Koh-Lanta, passez votre chemin. Bon, direction la Russie pour cette émission, dont le principe est tout simplement de voler une voiture et échapper à la police. En fait, le but du jeu, c'est que les candidats doivent simuler un vol de voiture et survivre pendant 35 minutes sans se faire arrêter par la police. Le vol n'est pas réel, on leur donne les clés, mais par contre, les policiers, eux, sont réels. Ce ne sont pas des acteurs, mais bien de vrais policiers russes qui participent à l'émission et qui doivent tout faire pour arrêter les supposés criminels. Ça se passe dans les rues de Moscou et normalement, et j'insiste sur le normalement, le code de la route doit être respecté par les candidats et par les policiers. Oui, on touche déjà du doigt l'un des nombreux problèmes de cette émission, c'est que c'est dangereux, littéralement. Regardez par exemple, dans cet extrait, on voit la voiture des candidats frôler un chien, mais ce n'est pas le cas de la voiture de police qui percute le pauvre animal juste après. Dans cet extrait, on peut voir les candidats en train de créer une rampe pour faire passer la voiture volée d'un train en marche à l'autre. Bref, ça n'a aucun sens, et heureusement qu'il n'y a pas eu de mort, en tout cas de ce qu'on en sait. Bon, mais alors vous allez me demander pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette émission existe ? Alors en fait, l'objectif principal est de faire réduire le nombre de vols de voitures en Russie. Parce que oui, le vol de voiture, c'est un véritable fléau à ce moment-là, il y en a énormément à Moscou. L'idée est donc de prouver l'efficacité de la police russe et aussi de montrer qu'ils ne rigolent pas. Regardez par exemple ce moment où un flic pointe littéralement son flingue sur la caméra. Le problème, c'est que ça ne va rien changer du tout. En fait, c'est presque le contraire parce que dans l'émission, les voleurs sont les gentils et les policiers les méchants. Par exemple, quand un candidat arrive à survivre aux 35 minutes, les gens l'applaudissent, sont contents. Donc on est plus sur un message qui veut dire « le vol c'est cool » plutôt que « le vol c'est mal ». Et même si l'émission a quand même rassemblé 60 millions de personnes par épisode, le taux de vol ne réduit pas. La police russe qui, à la base, accepte de participer pour réduire ce taux, ne trouve pas son compte et décide donc de se retirer, mettant fin à cette émission très particulière. Imaginez qu'à un froid jour d'hiver, vous soyez tranquillement posé devant votre meilleure émission de télé et que d'un coup, en plein milieu de votre programme, un message audio apparaisse. Ce type de message, vous le reconnaissez. C'est celui qui apparaît lorsqu'il y a une catastrophe naturelle. Et justement, ce que la voix annonce, c'est ça. Les autorités sont tout simplement en direct en train de vous avertir que les morts sortent de leur tombe pour attaquer les humains. En gros, il y a une apocalypse zombie en cours. C'est ce qu'ont vécu en 2013 les habitants du Montana sur 4 chaînes de télévision. Bon, évidemment, on vous le précise quand même, mais rien de tout ça n'est arrivé, rassurez-vous, il n'y a jamais eu de Walking Dead dans la vraie vie. Ce qui s'est plutôt passé, c'est que des hackers ont tout simplement pris contrôle des canaux de l'antenne pour diffuser une alerte d'urgence en disant que les zombies sont là, extrêmement dangereux, et qu'il ne faut surtout pas les approcher. En panique, les ingénieurs font tout pour reprendre le contrôle et trouver d'où viennent les intrus. Mais jusqu'à aujourd'hui, plus de 12 ans plus tard, personne n'a jamais revendiqué l'attaque, ni donné de raison. Bon, en vrai, on pense quand même qu'il s'agit uniquement d'un troll et de fans de Walking Dead, mais ça a quand même mis un gros coup de flip à certains. En même temps, on comprend. Voir ça sur une chaîne d'infos, c'est quand même étrange et il y a une grande sensation de perte de contrôle en quelque sorte. En tout cas, c'est pas la première fois que ça arrive des hackings en direct, il y en a eu beaucoup et il y en aura toujours. Déjà en 1938, Orson Welles, un artiste, a profité de son passage à la télé pour faire croire à une invasion extraterrestre. En vrai, on trouve ça grave drôle. Bref, un petit prank inoffensif pour commencer en douceur, parce que la suite ne le sera pas autant. On est en 2009 en Turquie, et une chaîne de télé locale, Kanal T, a une idée d'émission de télé-réalité. Une idée... comment dire ? Unique.
Le nom de l'émission, c'est Penitence Compete, et le concept, c'est littéralement de faire s'affronter un imam, un prêtre orthodoxe, un rabbin juif et un moine bouddhiste pour convertir des athées. Ouais, vous avez bien entendu. Et rassurez-vous, on a fait la même tête quand on a entendu parler de l'émission. Chaque semaine, 10 athées doivent participer au show, et à chaque fois, chacun des religieux va devoir tenter de les convertir. Alors bien sûr, il y a une récompense pour le candidat qui trouve la foi dans l'une des religions. S'il accepte de se convertir, il gagne un pèlerinage gratuit. À la Mecque, à Jérusalem, au Vatican ou au Tibet en fonction de la religion qu'il choisit. Ouais, on se calme derrière votre écran, je vous entends. Vous dites que c'est n'importe quoi et qu'il suffit de se convertir pour de faux pour gagner un voyage gratuit? Eh bien en vérité, c'est pas si simple, parce que pour être sûr d'éviter les arnaques, une équipe de tournage devra les suivre pendant tout le pèlerinage. Cette idée assez folle, elle vient de la tête de Seyhan Soylu, directrice de la chaîne de télévision turque 24 TV. Mais évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Déjà, le chef des affaires religieuses turques refuse catégoriquement d'envoyer un imam, ce qui est un petit peu un problème vu le concept de l'émission. Pourtant, à part ça, tout était prêt. 200 athées sont déjà inscrits, une équipe de 8 théologiens est mise en place pour vérifier que les athées sont bien athées, et pas juste des gens qui veulent passer à la télé. Il ne manque plus que les religieux, et c'est là que les problèmes se posent. Les représentants de chaque religion considèrent que c'est contraire aux valeurs qu'ils prônent, parce que oui, la religion c'est pas un jeu quoi. Finalement l'émission ne verra jamais le jour, mais rien que de savoir qu'elle était à ça d'exister, je trouve que c'est absolument fou. Le 19 août 1987, alors que David Horowitz présente un journal télévisé en fin d'après-midi sur Channel 4 News, il va se passer quelque chose qui va le marquer à vie. 2 autres personnes sont présentes sur le plateau américain, une co-présentatrice et l'acteur John Bird. Et alors que David déroule son émission et parle de shopping, soudain, un homme surgit derrière lui et le pointe avec un pistolet en plein direct. Rapidement, l'homme lui tend une feuille et lui dit calmement de la lire, ou sinon, il lui tirera dessus. Et étrangement, tout le monde a l'air très calme. C'est presque cordial comme braquage, et David demande le nom de l'homme, et ce dernier va donner son nom et se présente comme étant Gary Stallman, et lui répète de lire ce qu'il y a sur la feuille. David s'exécute, et là, ça devient un peu bizarre. Le message que veut faire passer Gary, c'est qu'il connaît quelqu'un à la CIA qui l'aurait mis en garde contre les ordinateurs, disant qu'il nous manipule. Apparemment, ses parents auraient également essayé de le prévenir, mais pour éviter que ça se sache, on aurait essayé de faire interner Gary dans un hôpital psychiatrique. Bref, on vous passe tous les détails, c'est très confus, mais en gros c'est un espèce de discours complotiste contre les ordinateurs qui commence à peine à émerger en 1987. Et pendant tout ce temps, l'émission reste à l'antenne. Et David continue de lire alors qu'on demande à la régie de mettre un écran noir et de couper l'émission. Et au total, le braquage sera diffusé en direct pendant 28 secondes. Mais finalement, une fois les quelques phrases lues par le présentateur, Gary pose son arme calmement et se fait complètement maîtriser par la police. Il déclara avoir simplement voulu faire passer un message et ne blesser personne, et pour cause, son arme était en fait factice. Plus intéressant, on apprendra par la suite que son père avait déjà travaillé pour la même chaîne en tant que pharmacien qui parlait des médicaments et de leurs effets secondaires. Ce dernier indiquera que son fils est malade et qu'il a déjà été interné plusieurs fois en hôpital psychiatrique. Et justement, Gary a réussi à s'introduire en prétendant qu'il voulait simplement voir son père sur le plateau, ce qui explique pourquoi personne n'était sur ses gardes. Et il est, aux dernières nouvelles et à ce jour, toujours interné. Perso, je trouve cette histoire complètement dingue et je me demande vraiment comment il en est arrivé à ces théories. Genre d'où ça vient tout ça. En tout cas, s'il avait eu une vraie arme et des intentions plus sombres, peut-être que cette histoire aurait été bien plus basse dans cet iceberg. Shinu Denpa Shonen, littéralement N'avance pas jeune fou, c'est une émission de télé-réalité assez célèbre qu'on ne pouvait pas éviter dans un iceberg sur la télévision. Le principe de cette émission, c'est de mettre des gens dans des situations toujours plus extrêmes et absurdes. Le candidat n'est au courant de rien à l'avance pour justement le forcer à improviser pendant que nous les spectateurs, on l'observe. Ouais, il y a clairement une vibe à la Truman Show, ça c'est sûr, et vous allez voir, ça ne fait qu'empirer. L'exemple le plus connu, c'est celui du comédien Tomoaki Hamatsu, qui s'est retrouvé enfermé dans un appartement vide
complètement nu. Son objectif, c'est de survivre uniquement grâce aux gains de jeux concours envoyés par courrier et accumuler 1 million de yens. Nourriture, vêtements, meubles, distractions, tout doit être gagné par tirage au sort. Il passe 15 mois dans cet isolement, filmé en continu par une caméra, et ce qui est fou, c'est qu'il n'est pas au courant que tous ses faits et gestes sont retranscrits en direct devant des millions de téléspectateurs. Alors oui, il sait qu'il va être filmé, mais lui, il pense qu'il va y avoir un montage et que l'émission sortira bien plus tard. Il se balade donc nu dans l'appartement parce qu'il pense que ces moments seront coupés au montage, et donc au niveau du consentement et de l'éthique, on n'y est pas vraiment là. Le truc, c'est que c'est un carton monumental, alors que le comédien, franchement on peut le dire, vit une forme de torture psychologique et physique énorme. Pendant 15 mois, on le voit gagner des choses qui ne lui servent à rien, comme une tente ou un vélo. On le voit aussi se balader avec un string pour femmes, comme seul vêtement, et manger de la nourriture pour chiens, pour survivre. L'isolation se fait aussi ressentir, hein. Il commence à souffrir de dépression, promène une peluche en faisant comme si c'était un chien, bref, il est au plus bas et ne joue plus du tout la comédie. Finalement, après avoir atteint son objectif, la production organise sa libération en le plaçant dans une pièce similaire, cette fois située sur un plateau dans un studio. Les murs de la pièce tombent et Tomoaki découvre un public qui le regarde en applaudissant et en rigolant. L'homme brisé, presque nu, et dépassé par ce qui lui arrive, dira seulement « Pourquoi est-ce que vous rigolez ?» Bon, celle-là, elle est aussi perturbante qu'intéressante. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment les enfants voient les adultes qui boivent trop d'alcool? Eh bien en tout cas, une publicité finlandaise s'y est intéressée et a réalisé une publicité de prévention assez spéciale, mais voyez par vous-même. On est d'accord, c'est assez perturbant. Là, on est vraiment à mi-chemin entre de la prévention et un film d'horreur, et il faut avouer que c'est plutôt efficace. La publicité a été réalisée en 2012 par une organisation finlandaise appelée The Fragile Childhood, ou l'enfance fragile, qui milite pour soutenir les enfants dont les parents sont alcooliques. Honnêtement, on ne sait pas si elle a vraiment été diffusée à la télé, par contre elle est devenue complètement virale à l'époque, sur tous les réseaux sociaux, au vu de son aspect très dérangeant. Et tout le but de la campagne vise à montrer l'ampleur des dégâts que les problèmes d'alcool chez les parents peuvent causer aux enfants. Par exemple, des recherches ont montré qu'un enfant finlandais sur 4 a subi des violences à cause de l'alcool. C'est quand même terrible. Bref, c'est une sorte de film d'horreur qui, pour le coup, est pire dans la réalité. On est le 16 septembre 1997 au Japon. Comme tous les mardis à 18h30 sur TV Tokyo ainsi que 37 chaînes de télé, un épisode de Pokémon est diffusé. Ça fait déjà quelques semaines que l'anime passe, et ce jour-là, c'est l'épisode 38 de la saison 1 qui va apparaître sur les télévisions de millions de téléspectateurs. Bon, tout ça c'est très bien, hein, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que cet épisode va emmener des centaines de personnes à l'hôpital. Tout ça à cause d'un extrait qu'on s'apprête à vous montrer maintenant. Mais ne vous en faites pas, vous ne risquez rien. Oui, l'extrait est en noir et blanc pour une raison simple. Les flashs de couleurs que vous voyez là ont causé une vague de crise d'épilepsie massive pendant sa diffusion. À la 20e minute de l'épisode, Pikachu arrête des missiles en projetant des éclairs dessus, ce qui provoque une énorme explosion de flashs rouges et bleus. Bon, cette technique d'animation elle est classique, hein. Sauf que pour cet épisode particulièrement, les animateurs ont augmenté la fréquence d'images par seconde. Alors, ça peut paraître totalement anodin comme ça, mais ça ne l'est pas.
Ce tout petit changement, il crée instantanément un effet stroboscopique intense qui va avoir des effets immédiats sur les téléspectateurs. Troubles de la vision, étourdissement, nausées, convulsions, hallucinations. Certains subissent même une perte de la vue temporaire ou perdent connaissance. Dans la demi-heure qui suit l'extrait, les appels d'urgence se multiplient. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, le nombre de personnes hospitalisées à cause de cet incident varie en fonction des sources, mais pour vous donner une fourchette, ça varie entre 600 et 800. C'est énorme. Et ça, attention, hein, c'est uniquement ceux qui ont fait la démarche d'aller à l'hôpital. On estime le nombre de victimes totales à une dizaine de milliers. Ce phénomène, maintenant connu sous le nom du choc Pokémon, est tellement unique qu'il se trouve maintenant dans l'émission 2004 et 2008 du livre Guinness, avec le triste honneur de détenir le record de crise d'épilepsie causée par une émission de télévision. Je vais vous dire la vérité, mais encore maintenant, ce que je m'apprête à vous montrer, ça me met super mal. Je vous le rappelle quand même, mais certains sujets sont assez violents et sensibles, même quand c'est pour la bonne cause. C'est peut-être un peu flou dit comme ça, mais je vous laisse voir cette nouvelle publicité. I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend. Because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there. And they should never put the deep fryer so close. Somebody help me! Juste atroce. Et je suis pas le seul à le penser. Quand on se balade dans les commentaires, on voit que les Canadiens qui ont vu cette vidéo ont clairement été traumatisés. Parce que oui, cette publicité de prévention a été diffusée à la télé devant tous les publics, enfants comme adultes, en 2006. C'est bien entendu une pub de prévention qui parle des accidents de travail et pourquoi le lieu de travail doit toujours être sûr et respecter les consignes de sécurité. Et en me baladant sur Reddit, j'ai été rassuré de voir que je suis pas le seul que ça a mis pas bien. En même temps, c'est normal. En fait, toute la scène respire les good vibes, on s'y attend pas du tout, avant qu'un énorme drame ne survienne en pleine tronche, littéralement. Bon, en l'occurrence, c'est quand même très violent, et je suis pas sûr que ça passerait aujourd'hui, ou même si c'est la bonne manière de faire, mais au moins ça a le mérite d'avoir un message efficace. La commu, faites vraiment attention à ce genre de détails, parce qu'on ne se rend pas toujours compte de combien la vie peut basculer à chaque instant. Ok, on est d'accord, on connaît tous ce tour de magie hyper connu. Vous savez, le magicien cache un clou sous 3 sacs en papier, les mélange, vous demande d'écraser l'un des sacs, et quand vous le faites, le papier s'écrase et le clou n'est pas dessous. Franchement, soyez honnête, que ce soit à la télévision, sur YouTube ou même en vrai, je suis prêt à parier que vous connaissez ce tour. Mais est-ce que vous saviez qu'il a déjà très mal tourné? Et comme si ça ne suffisait pas, il fallait que ça arrive en direct live à la télévision polonaise sur la chaîne Telewizja Polska. Zrobimy tak, zrobimy na 3, dobrze? Uważaj. Raz, dwa. La scène fait vraiment froid dans le dos. Le magicien, c'est Pan Zabek, un candidat demi-finaliste de l'émission Poland's Got Talent, donc l'équivalent de la France à un incroyable talent chez nous, mais en Pologne. La présentatrice que vous voyez dans la vidéo, c'est Marzena Rogalska, et c'est elle qui a été malheureusement victime de ce fail monumental, mais pas que. Après que cette séquence soit passée en direct, énormément de gens crient au fake en disant que c'était certainement orchestré pour faire monter les audiences. Complètement critiquée alors qu'en vrai, c'est elle la victime, elle finira alors par prendre la parole en assurant que ça s'est réellement passé, que le tour n'a pas fonctionné et qu'elle était actuellement en train de se remettre de sa blessure. Jusque-là, on a vu de sacrées dingueries qui sont arrivées sur des plateaux télé en plein live. On a eu une prise d'otage, un accident de tour de magie assez violent, mais celui-là est peut-être beaucoup plus malaisant. On est en 1984, quand en live devant des millions de personnes, Tommy Cooper fait un show. Pour ceux à qui ça ne dit rien, Tommy Cooper c'était un showman gallois spécialisé dans l'humour et la magie. Il était vraiment très connu en Angleterre et si vous avez de la famille anglaise, demandez-leur, je suis sûr que ça leur parle. Bref, on est le 15 avril 1984 et comme souvent, Tommy est en live à la télé
et aussi face au public dans le théâtre Sa Majesté. Derrière leur écran, c'est plus de 12 millions de téléspectateurs qui regardent son émission de magie et qui s'esclaffent à chacun de ses gags. Sauf que, à un moment, alors que son assistante l'aide pour son costume, Tommy se met à grimacer. Le public et l'assistante en question croient à une énième blague, sauf que Tommy s'écroule littéralement sur la scène. Pendant ce temps, le public en face de lui éclate de rire et attend la chute, au sens figuré, mais il n'y en a pas. Tommy ne se relève pas, parce qu'il n'est pas en train de faire une blague, mais une grave attaque cardiaque. Au bout d'un moment, derrière le rideau, le directeur de l'émission Jimmy Tarbuck se rend compte que quelque chose ne va pas et va sur la scène pour aider Tommy. Son fils, également présent en coulisses, dit que ce n'est pas du tout un gag et que son père a des problèmes de dos, et rapidement les rideaux sont tirés et la publicité lancée. Très vite, Tommy sera emmené à l'hôpital, mais mourra en chemin de cet arrêt cardiaque. Depuis quelques années déjà, il était en très mauvaise santé à cause de l'alcool et du tabac notamment, et était relégué à des émissions secondaires, mais clairement personne ne s'attendait à ce dénouement en fait. Ce qui est vraiment fou, c'est que tout le monde a pensé au début que c'était une simple blague, et ce qu'on ne voit pas dans la vidéo, c'est qu'au fil des minutes, les rires des gens se sont faits de plus en plus silencieux, à mesure qu'ils réalisaient qu'ils venaient d'assister à un grand drame en plein direct. Vous voyez toutes ces personnes? Bon, comme ça, on pourrait presque les prendre de pitié. Pourtant, croyez-moi, ils ont tous un point commun très spécifique. Ils sont tous coupables. Ouais, parce que la télé, c'est aussi ça. C'est des breaking news qui déchirent l'actualité et des interviews faites par des journalistes qui fouillent alors que l'enquête est toujours en cours. Et ça, forcément, ça donne des moments de télévision assez lunaires qui, après coup, font froid dans le dos. On peut par exemple prendre un cas bien connu et français, cocorico, Jonathan Daval. Bon ok, si vous ne connaissez pas l'affaire, ça concerne le meurtre d'Alexia Fouillot, retrouvée partiellement calcinée le 30 octobre 2017. Sa disparition est signalée 2 jours avant par son mari, Jonathan Daval. Les médias s'en mêlent très vite, ses interviews où il pleure la mort de sa compagne font le tour de toutes les chaînes d'infos, mais malgré son jeu d'acteur, convaincant ou non, vous nous donnerez vos avis en commentaire, il finira par avouer son crime et prendra 25 ans de prison. On peut aussi parler de l'affaire Lassie Patterson, une femme enceinte qui a disparu le 23 décembre 2022, et donc c'est son mari, Scott Peterson, qui lance l'alerte et déclenche une phase de recherche intense pendant laquelle il se montre en compagnie de la famille de Lassie, en train d'organiser des battues pour la chercher. Elle sera finalement retrouvée sans vie, ainsi que son fœtus sur les rives de la baie de San Francisco. Scott va maintenir son innocence pendant longtemps, mais très vite les choses se retournent contre lui. La famille de la victime d'abord, puis l'opinion publique, malgré ses apparitions incessantes lors d'interviews ou autres, où il essaye de convaincre de son innocence. Finalement, il sera reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Il y en a encore beaucoup, on ne va pas tous les passer en revue parce que ça serait juste beaucoup trop long. On va donc se contenter de ces 2 cas-là et maintenant descendre dans notre iceberg. Celui-là, on vous prévient, on va devoir le flouter. On est le 15 juillet 1989, en live encore une fois, et Anthea Turner, 26 ans, présente l'émission pour enfants UP2U, dirigée par la BBC. Le programme du jour est simple, commenter un show de motos qui font des défilés et des figures cool. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Alors qu'elle est assise à l'arrière d'un camion qui abrite l'une de ces fameuses motos, Anthea, qui est en train de faire son speech, va vivre quelque chose de terrible. Et cette scène en question, elle a bien entendu été filmée. Vous l'aurez compris, d'un coup, sans prévenir, la moto dans le camion va recevoir le signal pour démarrer. Le truc, c'est qu'Anthea est toujours assise et que le camion est chargé d'explosifs pyrotechniques, donc en gros des feux d'artifice. La moto sort à pleine vitesse, frôle le bras d'Anthea dont les cheveux et la main prennent immédiatement feu et les explosifs la projettent sur le sol. Par un miracle, elle n'a pas été percutée de plein fouet par la moto et s'en sortira avec des premiers secours et un verre de thé offert par la production. Ouais, super généreux, on s'est dit la même chose. Bref, elle portera évidemment plainte contre la BBC et remportera son procès et n'aura pas vraiment de sérieuses séquelles physiques, si ce n'est ses cheveux brûlés et le dos de sa main. Et elle affirmera plus tard avoir été très chanceuse de s'en être sortie en vie, ce qui n'aurait probablement pas été le cas si elle s'était assise 10 cm plus loin.
Celle-là, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais elle m'a particulièrement touché. Kent Look, c'est un court film d'information britannique diffusé pour la première fois à la télévision le 15 mars 1999. Le spot est produit par l'organisme caritatif NSPCC qui lutte pour la prévention et la lutte contre les violences faites sur les enfants. Le spot dure un peu moins de 7 minutes et ça a suffi pour lui créer une réputation solide. En fait, c'est simple, la pub est considérée comme l'un des spots de prévention publique les plus dérangeants et en même temps puissants. Come and sit over here. You're brainless, you're stupid, you're no child of mine! Mummy, where are you? I don't like being on my own. Not a word to anyone. This is going to be our little secret. Vous l'avez compris, le spot joue sur des symboles de l'enfance comme l'ours ou la peluche, ou encore des jouets. Et en arrière-plan, on peut entendre des parents maltraiter leurs enfants. Ouais, la publicité est diaboliquement efficace, le message passe extrêmement bien, même s'il est cru et très dur à entendre. D'ailleurs, dès le lancement de cette campagne, 150 plaintes sont effectuées, dont 46 par des personnes qui ont elles-mêmes été maltraitées pendant leur jeunesse. Donc oui, le réalisme de cette pub est tel que les vraies victimes de ces violences ont vu leur trauma remonter à la surface. Malgré tous ces retours, l'organisme à l'origine de ce spot a continué de diffuser la publicité pendant le reste de l'année 1999, avant de la retirer à Noël. Est-ce que cette femme vous dit quelque chose? Sinon, laissez-moi vous présenter Myra Hindley, l'une des tueuses en série les plus connues du Royaume-Uni. Entre 1963 et 1965, elle et son copain Ian Brady ont sauvagement assassiné et enterré 4 jeunes enfants. Rien que ça. Lors de son arrestation, sa photo officielle sera publiée dans les journaux et tout le monde en Angleterre prendra connaissance, avec horreur, de cette terrible affaire. Mais alors, pourquoi je vous parle de ça? On n'est pas dans un true crime pourtant. Eh bien, vous allez le voir, c'est difficile à faire, mais il y a un lien avec les Jeux Olympiques de 2008. Pourtant, pendant la cérémonie qui se déroule à Pékin à ce moment-là, une vidéo va être diffusée. Et cette vidéo, elle a simplement pour but de présenter les prochains Jeux Olympiques de 2012 se déroulant à Londres. Pour ce faire, l'agence de tourisme Visit London va préparer une vidéo de 3 minutes mettant en valeur toute la richesse de Londres et sa culture. Mais vous l'aurez compris, pendant une fraction de seconde dans cette vidéo, le visage de Myra Hindley est diffusé à tout le public. Pour être plus précis, c'est un tableau lui-même controversé réalisé par Marcus Harvey qui représente la photo officielle de la tueuse, peinte avec des empreintes de mains d'enfants. Les personnes ayant la ref vont directement être choquées de cette apparition et on les comprend. Ouais non, une tueuse en série, c'est pas forcément le premier tableau qu'on veut mettre lorsqu'on veut représenter une ville, surtout lorsque la vidéo est diffusée devant le Premier ministre et le maire de Londres. Bref, ça va faire un énorme scandale, et Visit London, qui a réalisé la vidéo, va simplement dire que ces images ont déjà été utilisées de nombreuses fois pour promouvoir le tourisme. Mais que, si ça offense des gens, la photo sera bel et bien retirée. Grand Seigneur. Enzyte, c'est un complément alimentaire américain, jusque-là rien d'anormal. Mais attention, ce n'est pas pour renforcer le système immunitaire ou mieux dormir. Non, ces petites pilules promettent, et on cite, une amélioration masculine naturelle. Ouais, si vous voyez ce qu'on veut dire. Toute la commercialisation du produit est tournée sur ça, pareil pour les pubs, d'ailleurs on va y revenir. Le produit est vendu à partir du début des années 2000 par une entreprise qui s'appelle Berkeley Premium Nutraceuticals, et l'idée c'est qu'en prenant un petit comprimé tous les jours, un homme peut retrouver une virilité, disons, plus impressionnante. Sauf que très vite, la commercialisation de ce petit complément et la publicité autour vont créer l'un des plus gros scandales liés à un produit de ce type. Mais à la base, ça part simplement d'une publicité télé. Une pub qui a mine de rien fait flipper une bonne partie des Américains. Dans ces pubs, on suit un personnage qui s'appelle Smiling Bob.
Alors, c'est un monsieur tout à fait normal, à un détail près, il sourit tout le temps. Et non, ce n'est pas un sourire discret, c'est plutôt un sourire façon Smile, le film d'horreur. Dans les pubs, on le voit faire tout un tas de choses tout à fait ordinaires, toujours avec son énorme sourire sur le visage. Bon, c'est absurde et un peu malaisant, surtout que ça passe en boucle à la télé américaine. Mais le problème, c'est que ça marche. La publicité est sacrément efficace et le produit commence à se vendre de plus en plus. Malheureusement, derrière le sourire de Bob, il n'y a rien. Aucun test scientifique, aucune preuve, alors qu'on vous le rappelle, la pub passe en boucle à la télé. Et pour les autorités de santé, ça c'est un énorme red flag. En 2005, des milliers de consommateurs commencent à se plaindre. Une enquête fédérale est donc finalement ouverte. Et c'est là que les autorités découvrent un véritable système de fraude gigantesque. L'entreprise ment sur les effets du produit, rend les remboursements impossibles et joue sur la honte des clients pour éviter toute réclamation. Steven Warshak, le PDG, et sa mère Harriet sont arrêtés et accusés de beaucoup de choses. Fraude postale, fraude bancaire, blanchiment d'argent, bref, on va pas vous faire toute la liste. Le verdict tombe en 2008, 25 ans de prison pour Steven et 93 000 $ d'amende. Même sa mère d'ailleurs est condamnée à 2 ans de prison et tout ça, ça part du sourire creepy de Smiling Bob. Bon, encore une fois, c'est une vidéo horrible qu'on va devoir flouter. J'ai jamais fait de patin à glace ni de hockey sur glace. Honnêtement, je pense que je serais pas ouf. Et la vidéo qu'on s'apprête à vous balancer me donne pas trop envie de me lancer. On est le 22 mars 1989 et Clint Malarchuk est gardien de but professionnel de hockey sur glace. Le match est diffusé à la télé, il y a aussi plein de spectateurs sur place et la confrontation oppose les Nordiques du Québec, dont fait partie Clint, et les Sabres des États-Unis. Et alors que les deux équipes donnent tout pour remporter le match, Clint est attaqué et tente de défendre ses filets, mais 2 adversaires entrent en collision et le heurtent au passage. Le gardien s'effondre sur le sol, mais ce n'est pas tout. En direct devant tous les spectateurs et les joueurs, une énorme quantité de sang coule de son cou. Clint vient simplement de voir sa veine jugulaire tranchée par le talon de l'adversaire dans leur chute. Le sang coule à flot sur la glace et tous les joueurs se rassemblent très vite. Clint tente de se relever et y parvient petit à petit, mais tout le monde est littéralement sous le choc. Le public qui voit ça en direct est complètement choqué. On va avoir des évanouissements dans la salle, 2 crises cardiaques et même 3 joueurs qui vomiront sur la glace tellement la scène est choquante. Mais heureusement, Clint sera sauvé juste à temps, notamment grâce à la réactivité du soigneur de l'équipe, Jim Pizzutelli, qui a très rapidement appliqué un point de compression en attendant les médecins. Le joueur sera très rapidement transporté à l'hôpital, stabilisé par les médecins tout en faisant des blagues en disant qu'il allait revenir à temps pour finir le match. Et d'ailleurs, ce match va reprendre, sans lui bien sûr, après que la Ligue a été informée de son état de santé stabilisé. Et le gardien sera de retour sur la glace après avoir perdu 1,5 litre de sang et subi 300 points de suture 2 semaines plus tard seulement. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, on pourrait se dire que Clint a plutôt bien vécu l'accident finalement, qui est vraiment, et on insiste là-dessus, est absolument terrible à regarder et aurait pu être fatal, sauf que pas vraiment. En fait, cet accident va laisser un traumatisme tellement profond chez Clint que la suite de sa vie va vraiment partir en cacahuète. Il se met à développer des tocs et des cauchemars persistants, il plonge aussi dans l'alcoolisme, il ne reprendra malheureusement plus jamais le niveau qu'il avait par le passé et quittera définitivement sa carrière de joueur en 1997 pour devenir entraîneur. Mais là aussi, il aura plein de soucis d'addiction et de traumatisme, et le 10 février 2008, par une pure coïncidence, encore contre les Sabres d'ailleurs, un attaquant cette fois verra sa gorge tranchée par un patin et on demandera à Clint d'analyser les images, ce qu'il refusera de faire dans un premier temps. Finalement, il visionnera les images, puis reverra celles de son propre accident et dira que ça l'a profondément marqué. Quelques mois plus tard, le 7 octobre 2008, Clint tentera de sauter la vie avec un pistolet, mais survivra. Coïncidence ou pas, rien n'est moins sûr. Depuis, il a complètement quitté ce milieu de hockey sur glace et vit avec sa femme et leurs 3 enfants dans un ranch où il publiera un livre sur son histoire. Et depuis 2015, il réalise une trentaine d'interventions par an auprès de joueurs de hockey et également d'autres personnes comme des militaires pour sensibiliser sur la question du syndrome de stress post-traumatique. Voilà, grosse histoire.
Ce visage, vous le connaissez forcément. Si vous avez du mal à le remettre, je vous aide un peu. Il est probable que vous l'ayez vu dans une émission de télévision française culte, Les 12 coups de midi. Grand maître incollable, il bat de records littéralement. Il a participé à 193 émissions, cumulé 809 392 000 euros de gains et de cadeaux. En fait, c'est simple, à l'époque en 2016, c'est juste énorme et il devient le deuxième plus grand gagnant de l'histoire des jeux télévisés en France en termes de gains. Sauf que dans les coulisses, Christian Quesada cache une autre facette. Ok, pour ça, il faut remonter un peu en arrière, entre 2001 et 2009. Pendant cette période, donc bien avant qu'il ne participe à l'émission, le futur maître de midi a été condamné 3 fois pour corruption de mineurs, exhibition sexuelle et détention et diffusion d'images pédophiles. Bon, c'est déjà très grave, mais les années passent et l'homme arrive à se faire oublier à tel point qu'il participe à l'un des jeux télé les plus connus de France. Absolument personne ne fait le lien avec sa vie passée, jusqu'à ce que Christian ne dévoile son vrai visage. Le 14 janvier 2017, Christian est éliminé après 7 mois de participation aux jeux télévisés. Bon, jusque-là, rien de particulier, vous allez me dire, mais le temps passe, et la justice reçoit une plainte fin 2017 de la part d'une fille mineure. Alors accrochez-vous bien, apparemment, Christian lui aurait fait des propositions très dérangeantes, il lui aurait même envoyé des photos de lui dénudé. La gendarmerie décide d'inspecter ses disques durs et va trouver des milliers d'images et vidéos pédographiques. Ok, pour vous faire un petit résumé et pour vous le rappeler, c'est la deuxième fois, il avait déjà été condamné pour la même chose 10 ans plus tôt. Après ça, les langues se délient et plusieurs mineurs accusent l'homme de 50 ans de la même chose. Même une ancienne candidate de l'émission, Emmeline, l'accuse de lui avoir envoyé des photos inappropriées sur les réseaux. Et comme si ce n'était pas assez, une certaine Mélissa affirme sur les plateaux télé avoir été violée par Christian dans un hôtel parisien en 2017, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Finalement, le procès du candidat désormais banni des archives des 12 coups de midi arrive et il est condamné à 3 ans de prison ferme ainsi qu'un suivi de 5 ans pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédographiques. Ok, maintenant qu'on sait tout ça, il faut avouer que le fait de revoir ces images ça fait froid dans le dos. Bon, ce n'est pas forcément le sujet de cet iceberg, mais dites-nous, est-ce que vous croyez au paranormal? Eh bien, Gaurav Tiwari, oui. On est en Inde dans les années 2010 et Gaurav, c'est un peu la figure publique du paranormal. Il est enquêteur de terrain, souvent à la télé, fondateur de l'Indian Paranormal Society et régulièrement invité sur des plateaux télé pour raconter ses expériences dans des maisons hantées, des hôtels abandonnés ou des temples oubliés, etc. Et l'intérêt de Gaurav pour le paranormal viendrait d'une expérience de poltergeist qu'il aurait lui-même vécu alors qu'il était en Floride pour ses études d'aviation en 2007. Et son but, en apparence, c'est pas vraiment de faire peur. Gaurav est cultivé et rationnel, plutôt calme, et veut documenter et apporter des preuves pour faire un pont entre les croyances et la science. Et vraiment, il est pas mal connu du grand public. Mais le 7 juillet 2016, quelques jours après une visite dans une maison hantée, Gaurav rentre chez lui, check ses mails et se rend à la salle de bain. Sa femme, puis ses parents avec qui il habitait, entendent un énorme bruit vers 23 h, et puis en forçant la porte à l'aide d'un voisin, ils découvrent une terrible scène. Gaurav est sur le sol, des traces noires sur le cou, gisant sans vie. Il sera emmené à l'hôpital, mais c'est déjà trop tard, et évidemment la nouvelle donnera lieu à de très nombreuses théories. Certains sont très pragmatiques. Gaurav commençait certes à gagner de la popularité à la télé, mais ne gagnait pas beaucoup d'argent. Il se serait également disputé avec sa femme quelques heures avant le décès, qui pensait qu'il la trompait, même si ça se serait arrangé et qu'il était fraîchement marié. Apparemment, en plus de ça, sa famille n'approuvait pas beaucoup son métier et aurait préféré qu'il exerce un autre métier plus classique. Et tout ça, lié au stress de son métier, aurait mené le jeune homme de 31 ans à se pendre avec le foulard de sa femme. Mais certaines personnes, dont son propre père et sa femme, ne croient pas du tout à cette théorie. D'après eux, la cause de sa mort est claire. Gaurav était depuis longtemps tourmenté par des esprits vengeurs qui lui tournaient autour. Et là vraiment, ça devient intéressant. En fait, quelques temps avant sa mort, Gaurav se plaignait d'être harcelé par des esprits qui lui voulaient du mal et qu'il n'arrivait pas, selon ses propres mots, à contrôler. Et plus troublant encore,
les traces de strangulation retrouvées autour de son cou étaient noires, et bien avant son décès, Gorav disait que ce genre de marque noire signifiait être attaqué par un esprit. C'est quand même assez précis et spécifique. Alors, où est la vérité dans tout ça? On ne sait pas, même si la principale hypothèse reste évidemment du suicide. Et peut-être le plus tragique dans cette histoire, c'est que son décès n'a pas eu lieu dans un endroit isolé ou abandonné, comme le redoutait sa famille, mais à quelques mètres d'eux, dans sa propre maison. Ok, ce que vous voyez là, ce sont des images capturées par des journalistes d'une télévision locale, WBRZ TV. Ceux qui ne le savent pas encore, c'est qu'ils s'apprêtent à filmer un moment de télé qui les marquera à jamais. Bon, pour bien comprendre les images que vous venez de voir, il faut qu'on remonte en 1984 dans un dojo en Louisiane, aux États-Unis. Ça fait maintenant une année entière que le petit Jody Blocher, 11 ans, suit des cours de karaté avec son prof Jeffrey Doucet, 25 ans. Le problème, c'est que Jeffrey est une ordure de la pire des espèces. Pendant l'année entière, le professeur de karaté viole le jeune garçon de 11 ans à chaque cours. C'est terrible, j'ai pas les mots. Et ça ne s'arrête pas là. En février 1984, Jeffrey Doucet kidnappe le jeune Jody et l'emmène dans un motel en Californie où il continue d'effectuer des actes ignobles sur le garçon. Au bout d'un moment, l'homme autorise le petit à appeler sa mère depuis une cabine de l'hôtel et c'est ça qui mènera la police jusqu'à l'homme. Heureusement, il est arrêté et le jeune garçon est sauvé des griffes de ce prédateur. Ok, la vérité éclate maintenant au grand jour. Les gens apprennent la vérité des abus subis par Jody pendant plus d'1 an. Et parmi ces personnes, il y a bien sûr le père du garçon, Gary Blocher. Âgé de 38 ans à l'époque, l'homme n'arrive pas à supporter cette affreuse vérité. Impuissant et en colère selon ses propres mots, l'homme arrive à obtenir une information cruciale de la part d'un des journalistes de la télévision locale, WRBZ TV. Le criminel Jeffrey Doucet sera transféré vers le tribunal et pour ça, il devra être emmené à l'aéroport de Baton Rouge pour prendre l'avion. Après ça, tout s'enchaîne. Les journalistes arrivent, Jeffrey Doucet également, et sans que personne ne le sache, Gary arrive et se poste au niveau des cabines téléphoniques. La suite, vous l'avez vu, déguisé avec une casquette et des lunettes de soleil, l'homme attend l'arrivée de l'agresseur de son fils pour sortir une arme et lui tirer dessus. Jeffrey tombe immédiatement au sol alors que les policiers sautent sur Gary. L'ayant maintenant reconnu, on peut en entendre un lui demander « Pourquoi Gary ? Pourquoi ?» Finalement, le père de famille sera condamné à 7 ans de prison avec sursis pour meurtre et 300 heures de travaux d'intérêt général. Bon, celle-là, elle est violente et très triste. On est le 4 décembre 2010, en Allemagne, en plein direct pour une émission télé très connue, Wetten das, soit en français « Vous pariez ». Le programme réunit fréquemment une dizaine de millions de personnes et invite souvent de grandes stars internationales. Et le principe est simple. Il y a de la musique de gros artistes, des talk-shows et des paris. En gros, des spectateurs présentent sur scène des tentatives d'accomplissement de paris, parfois très dangereux, et les célébrités parient sur leur réussite ou non. Et ce soir-là, pour le défi de Samuel Koch, 23 ans, les guests à venir sont censés être nombreux. On a Robbie Williams, Phil Collins et même Justin Bieber qui sont censés apparaître plus tard dans l'émission. Bon, c'est quoi ce défi? Samuel a tout simplement parié qu'il pouvait sauter tour à tour par-dessus 5 voitures qui fonçaient droit sur lui à des vitesses différentes. Et donc, devant le public émerveillé, il saute par-dessus la première voiture, puis la deuxième et la troisième. Jusque-là, rien à signaler, il réussit avec brio. Puis vient la 4e voiture. C'est une Audi blanche, conduite par son propre père, et voici ce qu'il va se passer. Samuel a manqué son coup, est lourdement tombé sur le sol et sera emporté dans un état très critique à l'hôpital. Les stars vont tour à tour annuler leur venue
et l'émission sera interrompue et remplacée quelques minutes plus tard sous le regard incrédule du public, Samuel est plongé dans un coma artificiel pendant 3 jours et lorsqu'il se réveille, il est diagnostiqué comme définitivement tétraplégique. Et c'est la première fois en 29 ans de diffusion que l'émission de défi connaît un grave accident. Évidemment, ça va faire beaucoup parler, surtout que de nombreuses personnes ayant vu la scène en direct vont évidemment être traumatisées. Le présentateur de l'époque va démissionner et l'émission ne va jamais complètement se remettre de ce tragique accident. On n'imagine même pas l'état du père de Samuel en apprenant la nouvelle. Sérieux, ça doit être terrible. Et si vous voulez savoir, Samuel a quand même réussi à démarrer une nouvelle vie et à continuer dans le cinéma en tant qu'acteur et directeur de film. En tout cas, c'est aussi un rappel que la santé, ce n'est pas un jeu et qu'il suffit parfois d'une seule fois pour que tout bascule. Vous avez déjà eu le droit dans cet iceberg à des meurtriers qui mentent face aux caméras pour couvrir leurs crimes. Cette fois, on vous en a trouvé un autre, particulier parce qu'on va avoir droit à sa réaction en direct quand la journaliste lui annonce qu'on a retrouvé le corps démembré de sa victime. Ok, un petit retour en arrière s'impose. L'homme que vous venez de voir, c'est Stephen McDaniel. En 2011, il habite en Géorgie et il s'intéresse de près à une femme, sa voisine. Alors, ce n'est pas une inconnue pour lui, cette femme, c'est Lauren Giggins, une ancienne camarade de classe à lui quand ils étaient à l'université. Et c'est le 26 juin 2011 que le drame survient. Après des semaines de stalking, Stephen utilise une clé passe-partout pour rentrer dans l'appartement de sa victime. Muni d'un masque et de gants, il l'étrangle dans sa propre chambre. Le lendemain, il utilise une scie à métaux pour démembrer la jeune femme. Ok, 4 jours plus tard, sa disparition est signalée et la chaîne de télévision WGXA accorde une interview à l'un des amis inquiets de Lauren, Stephen. Il commence donc à raconter qu'il est inquiet, etc., etc., jusqu'au moment où la journaliste lui annonce qu'ils ont retrouvé le tronc de la jeune femme, et c'est là que Stephen joue sa comédie diabolique. We just don't know where she is. What about in the parking lot area? I know they've been doing a lot of. I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you heard? Had you seen anything there? Had you seen anything there? I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's why we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. Finalement, il se rend à la police où il se fait interroger pendant 12 heures. Ok, regardez juste son comportement. Il ne bouge pas d'un poil. Il tourne juste sa tête pour être sûr de fixer les policiers dans les yeux. Je trouve ça terrifiant. Finalement, les preuves s'accumulent. L'homme est déclaré coupable et condamné à la prison à vie. On vous a déjà parlé de publicités dérangeantes dans cet iceberg. Mais jusque-là, c'était surtout des vidéos dérangeantes et de prévention, même si ça m'était quand même très mal. Mais cette pub-là est d'une autre catégorie. En août 2022, c'est plusieurs millions de Brésiliens qui sont postés devant MTV, une chaîne du pays axée jeunesse et divertissement, ce qu'on a compris. Et à un moment, c'est une publicité pour le moins étrange qui va passer. On vous prévient, on va devoir flouter, tellement la pub est folle, mais la voici. Au début, on a juste au centre un homme, visiblement en train de méditer, avec des flashs autour de lui, une sorte de kaléidoscope, mais après une trentaine de secondes, c'est un visage presque démoniaque qui apparaît au premier plan, avec des photos pornographiques tout autour. On voit des femmes nues, attachées et violentées, tout ça balancé en subliminal. Les 180 images défilent rapidement, et on n'a clairement pas besoin de faire pause pour distinguer le caractère sexuel de ce qu'on voit, et le pire, c'est qu'il y a clairement des images pédopornographiques. En tout cas, c'est ce qu'indique la description du re-upload de cette vidéo.
Bon, on a essayé de chercher, on n'a pas trouvé qui était le responsable, ni le créateur de cette pub, ni quel était son but. En tout cas, des gens ont porté plainte et MTV a indiqué n'avoir été jamais mis au courant de la présence de cette pub et qu'en gros, ils savent pas pourquoi elle serait apparue. La chaîne sera donc condamnée à verser une amende de 7,4 millions de réals brésiliens, soit l'équivalent aujourd'hui de plus d'1 million d'euros. Et ces 7,4 millions représentent en fait l'audience de la chaîne à ce moment, et donc chaque spectateur s'est vu reverser un réal. Pas sûr que ça vaille le coup, mais bon. Surtout que cette pub a été fréquemment diffusée entre mars et septembre 2002, donc on comprend vraiment pas comment MTV a pu passer à côté. Bref, cette publicité est encore aujourd'hui remplie de mystères, et on ne saura probablement jamais pourquoi elle a été montrée à des millions d'enfants. Ce nom, vous ne le connaissez certainement pas, et pourtant il a créé l'un des moments les plus choquants jamais passés à la télévision. Pour vous donner un peu de contexte, on est en Angleterre en 1991, et le sujet qui est en fait le cœur de cette histoire, c'est une maison construite illégalement par Albert Dryden, un ancien ouvrier du coin. Et lui, en fait, à la base, il veut juste habiter dans un petit coin tranquille à la campagne. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Il n'a pas de permis de construire, il a tout fait tout seul de son côté, et donc la décision est rapidement prise. Sa maison doit être démolie. Et on va pas faire ça discrètement du tout. Ce jour-là, à la télé locale, des journalistes de la BBG, le conseil municipal et même la police sont là pour l'événement. Mais Albert ne va pas bien les accueillir. Pas du tout même. Les seules images qu'on a de ce moment commencent alors qu'Albert tient une arme dans sa main. Il y a du monde autour de lui, on entend même Harry Collinson, l'un des représentants de la mairie, dire au caméraman de zoomer sur le pistolet que tient Albert, quand d'un coup, le coup part, la panique se répand, tout le monde court dans tous les sens, c'est simple, c'est la panique. En fait, c'est la panique parce que Albert n'en a pas fini. Il monte sur une barrière et continue de tirer. Harry Collinson mourra sur le coup, sous l'œil d'une dizaine de personnes et d'une caméra de télévision. Albert est arrêté, jugé et condamné à la prison à vie pour meurtre, tentative de meurtre et coups et blessures. Finalement, il fera 26 ans de prison et sort en 2017 à cause d'une maladie avant de mourir un an plus tard, laissant derrière lui ces images choquantes qui resteront à jamais gravées dans l'histoire de la télévision. Christine Chubbuck est une journaliste et animatrice à WXLT-TV, une chaîne locale en Floride. Elle présente une émission du matin, Suncoast Digest, orientée sur des sujets communautaires et sociaux. Et Christine est particulièrement connue en interne pour être sérieuse, professionnelle et un peu réservée. Et ce matin du 15 juillet 1974, l'émission commence comme d'habitude. Christine est à l'antenne, face caméra. Elle lit les nouvelles locales de façon calme, comme d'habitude, jusqu'à un certain moment. Quelques minutes après avoir commencé, elle annonce enfin un sujet sur une fusillade à l'aéroport de Sarasota, en Floride. À ce moment-là, une bande vidéo devait être diffusée, mais le magnétoscope ne fonctionne pas. Christine reste impassible, fixe la caméra, puis déclare naturellement. WXLT practice of presenting the most immediate and complete reports of local blood and guts news. TV40 presents what is believed to be a television first. In living color, exclusive coverage of an attempted suicide. L'antenne coupe immédiatement, écran noir. Les spectateurs ne comprennent même pas ce qu'ils viennent de voir. Ses collègues sur le plateau sont en état de choc et Christine est transportée à l'hôpital, mais décédera 14 heures plus tard. Le plus terrible dans cette histoire vraiment sombre, c'est que personne ne s'y attendait, même si tout a été planifié. Christine souffrait de dépression depuis plusieurs années, elle vivait seule, avait des problèmes de santé, une histoire personnelle assez difficile. Elle aurait même plaisanté quelques jours plus tôt sur le fait de faire quelque chose de choquant à l'antenne, mais personne n'avait pris ça au sérieux. Dans les jours qui suivront, on découvrira qu'elle avait écrit un script pour son suicide et qu'elle avait consulté la police pour se renseigner sur des armes. Christine avait également demandé l'autorisation de couvrir des faits divers violents, ce que la direction lui avait refusé, préférant des sujets plus légers. Pour info, sa mort est considérée comme le premier suicide diffusé en direct à la télévision américaine. L'enregistrement de l'émission a été immédiatement saisi par la police, secrètement conservé, et n'a jamais été diffusé publiquement.
Dans cet iceberg, on a parlé de pas mal de composants de la télé. Les publicités, les jeux télé, les journaux télévisés qui diffusent des images en live. Mais il en manque un qu'on n'a pas abordé et pourtant qu'on a tous consommé au moins une fois dans sa vie, les séries télé. Oui, alors je vous entends, c'est vrai que c'est beaucoup moins répandu maintenant avec l'arrivée de toutes les plateformes de streaming, mais à une époque, la seule manière de regarder des séries, c'est à travers la télévision. Et ce soir, on va s'intéresser à l'une d'entre elles en particulier, Glee. Dites-nous en commentaire si vous connaissez, ou si c'est un show totalement inconnu pour vous. Perso, ça me rappelle vraiment des souvenirs, je me rappelle que ça passait à la télé sur W9 ou M6, je sais plus trop. Cette série feel-good comédie musicale qui se passe dans un lycée américain n'a pourtant, a priori, rien à faire dans une vidéo comme celle-là. Et pourtant, ceux qui connaissent la série, est-ce que vous vous rappelez du personnage de Buck? Bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, Buck, c'est le bad boy au cœur tendre. Son personnage fait partie des plus appréciés de la série, et vraiment c'est l'un des personnages principaux du show. Alors bien sûr ce n'est pas Buck qui nous intéresse, mais bien son interprète, Mark Seiling. Le jeune homme n'a pas énormément de rôle à son actif, le seul notable avant son apparition dans Glee c'est celui d'un personnage secondaire dans Walker Texas Ranger, et donc c'est vraiment grâce à la série télé Glee que le jeune homme perce et se fait connaître à l'international. Présent de 2009 à 2015, il tourne dans 6 saisons de la série qui cartonne littéralement. Malheureusement, sa montée en puissance va être quasiment aussi rapide que sa descente aux enfers. Et tout commence par un appel anonyme à la police. Apparemment, et tenez-vous bien, l'acteur aurait en sa possession des images compromettantes. Bon, c'est intriguant et donc les autorités décident d'agir, fouillent son ordinateur, son disque dur, mais rien. Bon, ce n'est pas fini, donc il continue de fouiller un peu partout, jusqu'à arriver à une clé USB. Et là, la découverte est terrible. La clé et plusieurs autres d'ailleurs contiennent en tout plus de 54 000 photos et vidéos à caractère pédopornographique, mettant en scène des filles de 12 ans et parfois moins. Bon, il est bien sûr tout de suite arrêté, mais libéré sous caution en attendant son jugement. L'acteur plaide coupable pour essayer de réduire au maximum sa peine de prison, qui pourrait au maximum s'élever à 20 ans. En plus de ça, il risque également une inscription au registre des délinquants sexuels, l'interdiction d'entrer en contact avec des mineurs sans présence de leurs parents, et d'approcher à moins de 30 mètres de cours d'école, de terrain de jeu ou de toute autre installation pour enfants. Alors que le verdict est prévu pour le 7 mars 2018, l'acteur décide de se suicider en se pendant près de son domicile en Californie. Maintenant qu'on sait tout ça, faut avouer que c'est assez dur de regarder la série télé avec la même saveur qu'avant. Le 22 juillet 1987, les téléspectateurs de Pennsylvanie assistent à quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Ce jour-là, Bud Dwyer, trésorier de l'État, convoque une conférence de presse. Il est accusé depuis plusieurs mois d'avoir accepté un pot de vin dans une affaire de contrat public. En gros, c'est une fraude liée à la gestion des retraites et des enseignants. Sauf que Bud a toujours clamé son innocence, et ce, depuis le début. Mais rien n'y fait, et la veille de sa conférence de presse, il vient d'être reconnu coupable et risque jusqu'à 55 ans de prison et 300 000 $ d'amende. Bud est donc ruiné, brisé et publiquement humilié. Et donc ce matin-là, il entre dans la salle accompagné de ses proches collaborateurs, de journalistes, de caméras, visiblement prêts à faire un discours, ou au moins à tenter de redorer son image. En fait, tout le monde dans la salle s'attend clairement à ce qu'il annonce sa démission. Et donc Bud commence calmement, lit un long discours où il répète qu'il a été piégé, qu'il n'a jamais rien volé et que le système judiciaire s'acharne contre lui. Il parle lentement, presque sans émotion, puis commence à s'éloigner de son texte. Il sort alors une enveloppe de sa mallette et met sa main dedans. À l'intérieur, il y a une autre lettre et un revolver. Certaines chaînes diffuseront l'enregistrement tel quel alors que d'autres couperont à temps. Dans les documents qu'il a laissés ce jour-là, il y a des lettres pour le gouverneur, une lettre autorisant à utiliser ses organes aussi, et 3 autres lettres pour sa femme et ses 2 enfants. Plus tard, de nouveaux éléments viendront semer le doute sur sa condamnation, mais au final, toutes ces prétendues preuves seront écartées et le trésorier est encore aujourd'hui considéré comme coupable aux yeux de la loi. Et ce n'est pas juste flippant, c'est aussi une scène réelle, brutale, qu'ont vu des millions de gens et que même la télévision n'a pas pu maquiller. Il y a des événements qui sont arrivés à la télé et qu'on vous a montré dans cet iceberg que peu de personnes n'ont vu.
parce que c'était sur des chaînes locales, un peu paumées, que très peu de personnes regardent. Mais ça n'a pas toujours été le cas, parce que certains événements absolument choquants se sont déroulés sous le regard de millions de téléspectateurs. Et donc on ne pouvait pas continuer cet iceberg sans vous parler d'un assassinat qui a littéralement choqué tous les spectateurs qui ont vu ça en direct. Pour ça, il faut donc qu'on vous parle de l'assassinat d'Inejiro Hanazuma, leader du parti socialiste japonais. On est le 12 octobre 1960 quand l'homme politique se rend dans la salle publique Hibiya à Tokyo pour réaliser un débat, tout ce qu'il y a de plus normal finalement. La chaîne de télé NHK est là pour filmer l'événement, et alors que tout se passe absolument normalement et qu'Inejiro est en train de faire son discours, il se passe ça. Un homme bondit sur l'estrade, dégaine son wakizashi et poignarde violemment l'homme politique en plein dans l'abdomen. Il arrive ensuite à lui donner un deuxième coup, lui transperçant cette fois le ventre, et c'est ce coup qui sera fatal. La sécurité saute sur l'agresseur, mais c'est trop tard. Les blessures, elles, sont trop graves et Inejiro finit par décider avant même d'arriver à l'hôpital. Après avoir commis son terrible meurtre, Otoya Yamaguchi, l'auteur de l'attaque, essaye de sauter la vie, mais il est neutralisé trop vite. Par contre, ça ne l'empêchera pas de finir ce qu'il a commencé, parce que 3 semaines après, alors qu'il est enfermé dans un centre de détention pour délinquants juvéniles de Tokyo, Otoya se pendra avec l'aide des draps de son lit en écrivant un dernier mot sur les murs avec du dentifrice. 7 vies pour mon pays, 10 000 années pour sa majesté l'empereur. Allison Parker, journaliste de 24 ans, et Adam Ward, caméraman de 27 ans, tous deux employés de la chaîne locale WDBJ7, sont en plein reportage en direct. Ce jour-là, on est le 26 août 2015, tout près du lac Smith Mountain, en Virginie. La journaliste et son caméraman interviewent Vicky Gardner, directrice de la chambre de commerce locale, à propos du 50e anniversaire du lac où il se trouve. Et alors que l'interview se déroule normalement, un bruit intense se fait entendre et la caméra tombe par terre. Il est 6h46 du mat et vu que c'est en direct, l'image coupe et revient au studio. La journaliste sur le plateau ne le réalise pas encore, mais elle vient d'assister à un double homicide en plein live. La suite est confuse, tout ce qu'on sait c'est que Allison Park et Adam Ward sont décédés, leurs corps sont criblés de balles, la scène est vraiment horrible, et l'invitée Vicky Gardner, elle, s'en sort indemne, malgré les 15 balles tirées par le meurtrier. Bien sûr, la police va se mettre en marche pour trouver l'auteur de ce crime, et ils ne vont pas prendre beaucoup de temps avant de le retrouver dans sa voiture, une balle dans la tête, et cette blessure mortelle, il se l'est infligée à lui-même. Parce que cet homme, c'est Westerly Flanagan, un ancien collègue de nos 2 journalistes qui travaillaient pour la même chaîne qu'eux, mais qui s'était fait virer 2 ans plus tôt pour comportement perturbateur. Bon, il y a encore quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Pendant sa courte fuite, le meurtrier a pris le temps de diffuser sur Facebook et Twitter une vidéo qu'il a lui-même prise du meurtre. La police supprimera rapidement la vidéo, mais comme vous le savez, Internet n'oublie jamais. Et donc ce que vous vous apprêtez à voir, ce sont les images prises par le tueur au moment où il passe à l'acte. Je sais pas vous, mais je pense sincèrement qu'il s'agit de l'un des moments de télévision les plus choquants. Est-ce que vous saviez qu'il avait déjà existé un spot publicitaire montrant un tueur cannibale déjà condamné en train de manger de la viande pour faire la promo d'un restaurant? Ouais, c'est pas une blague, c'est vraiment arrivé et ça s'est passé au Japon. Si vous connaissez Issei Sagawa, vous savez que tout ce qui tourne autour de cette affaire sordide est absolument scandaleux. Pour vous faire un rapide rappel sur ce fait divers, Issei Sagawa, c'est le fils d'un riche industriel japonais et d'une femme overprotectrice. Et pour le coup, il ne va pas falloir très longtemps avant que le comportement du jeune homme ne devienne sérieusement problématique. En 1972, alors qu'il n'a que 23 ans, il essaye de violer une étudiante allemande au Japon. Il s'en sort parce que son père dédommage la jeune femme avec beaucoup d'argent, mais ce n'est que le début pour Issei. Bon, déjà, il parle très régulièrement de ses fantasmes cannibales, surtout envers les femmes blanches. Fantasmes qui vont très vite
devenir réel lorsqu'il assassine une étudiante néerlandaise de 24 ans, ici même en France. Après ça, il va passer des heures et des heures à la manger, littéralement, et à commettre des actes nécrophiles. C'est absolument horrible, et je passe assez rapidement là-dessus parce que c'est pas le sujet principal dont je veux vous parler. Bref, après ça, il se débarrasse des restants de décomposition du cadavre, et c'est là qu'il se fait arrêter par la police française. Emmené en hôpital psychiatrique, il se fait très vite extrader au Japon, et libéré à cause d'un vide juridique. L'homme est maintenant libre, mais pire, il devient une genre de star. D'abord consultant pour retrouver un tueur en série, il commence à écrire des livres, tous centrés autour de son horrible crime. La presse s'en mêle, et c'est là que sûrement l'une des pires idées de marketing voit le jour. Le tueur cannibale nécrophile pervers exhibitionniste commence à tourner dans des publicités dans lesquelles on peut le voir en train de manger de la viande. Quand on connaît son histoire, ce qu'il a fait, c'est absolument horrible. Il va également tourner dans des films érotiques, dont l'un mettant en scène une jeune femme néerlandaise. Donc oui, si vous l'avez, le clin d'œil est glaçant. Jimmy Savile, à une époque, c'est une icône de la télévision britannique. Animateur de plusieurs émissions télé hyper connues, DJ sur Radio 1 et même proche du Prince Charles, c'est vraiment quelqu'un dans le monde de la télé. Et pourtant, derrière ce masque de gars bien gentil, se cache l'un des pires prédateurs sexuels que le Royaume-Uni n'ait jamais connu. Bon, avant les faits, il faut qu'on vous présente le personnage. En Angleterre, Jimmy c'est un peu l'équivalent d'un Jean-Luc Reichmann pour nous. Il a été carrément anobli par la reine en 90 et décoré par le Vatican. Il est aussi connu pour participer à de nombreuses œuvres caritatives. Bref, c'est un gars bien quoi. Malheureusement, si on vous en parle maintenant, c'est-à-dire au plus profond de notre iceberg, c'est que ce n'est pas le cas. En réalité, Jimmy Savile, c'est un monstre. Pendant plus de 50 ans, il a agressé des centaines de personnes, surtout des enfants. Et quand on dit des centaines, on n'exagère pas. Plus de 450 victimes ont été identifiées et personne n'est épargné. On parle là de victimes allant d'enfants de 8 ans à des personnes de 75 ans, même si la majorité des agressions ont été faites sur des enfants de moins de 10 ans, la plupart du temps des petites filles. Alors qu'il cartonne à la télé, Jimmy profite de son statut pour aller dans des hôpitaux, des écoles et même des prisons. Pour vous donner un exemple parmi d'autres, il se serait rendu dans un hôpital en 1969 en tant que brocardier volontaire. Aucune vérification particulière n'est à faire. Après tout, c'est une star. Et l'homme va garder cette place pendant près de 10 ans. Il va lever des fonds pour l'hôpital. Bref, tout semble bien se passer. À ce stade-là, il a un accès total à l'hôpital et peut se rendre dans les chambres qu'il veut, quand il veut. Mais malheureusement, et vous le savez, la réalité est bien plus sombre. Rien que dans cet hôpital, au moins 60 personnes auraient été victimes du présentateur télé. Ça commence avec des attouchements, jusqu'à des viols, dont celui d'une fille de 12 ans. Le problème, et ce qui est assez rageant, c'est qu'il n'a jamais été condamné, parce que c'est seulement après sa mort, en 2011, que tout est sorti. Vous l'imaginez bien, le choc est total, sa réputation s'effondre, et la BBC, chaîne pour laquelle il a travaillé, est mise en cause pour ne pas s'être rendu compte de son comportement. Sa maison sera ensuite vandalisée, puis brûlée. Bref, Jimmy Savile, c'est probablement le plus gros scandale de toute l'histoire de la télé. Et si ce soir, c'est le plus bas de notre iceberg, c'est parce que personne n'aurait pu imaginer qu'un homme aussi célèbre, aussi respecté, cachait quelque chose d'aussi abominable. Let me tell you, you really are missing something. In fact, you're missing everything. Bon, on espère que vous avez apprécié ce nouvel iceberg, cette fois dédié à la télévision. On a vu que vous aviez apprécié notre dernier épisode dédié aux pires youtubeurs, alors déjà, merci pour vos retours. Nous, on adore ce concept, alors ne vous en faites pas, les icebergs reviendront. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel sujet vous voudriez voir. Nous, en tout cas, on a quelques idées qui vont vous intéresser. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. C'était Kratos derrière la caméra et Joe, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao! C'est de ouf! Yes, c'est une fin de tournage.